La scène s'ouvre sans avertissement. Un silence glacé se brise lorsqu'un essaim de drones ukrainiens surgit à l'horizon, comme si la nuit elle-même avait décidé d'attaquer. À cet instant, le front de Lyman cesse d'être un simple point sur la carte et devient un couloir mortel où chaque ombre est un risque. Chaque mouvement peut signifier la fin et chaque erreur russe se paie en vie. Le piège que Kiev préparait depuis des semaines s'active enfin et l'ennemi y tombe sans remède. Pendant que Moscou redouble ses tentatives pour reprendre la ville qu'elle avait autrefois occupée, le champ de bataille révèle une vérité inquiétante. Cette fois, les Russes avancent sans comprendre qu'ils ont perdu le seul avantage qui leur permettait de s'approcher sans être vus. La couverture que leur offrait la forêt s'est évanouie. Et justement, au moment où ils croient ne pouvoir appuyer une fois de plus, l'Ukraine leur ouvre les portes de l'enfer. Un commandant ukrainien, épuisé mais ferme, a envoyé un message qui a enflammé l'esprit de ses troupes. Aujourd'hui, nous ne résistons pas. Aujourd'hui, nous chassons. Chaque pas qu'ils feront sera guidé vers la lame qui les attend. Ce message est devenu l'impulsion qui a déclenché l'opération la plus calculée depuis la reconquête de Lyman en 2022. Là où auparavant il y avait des feuillages qui cachèrent les infiltrations, il ne reste plus qu'un squelette forestier incapable de protéger quiconque. Ce que la Russie presse avec désespoir, l'Ukraine le transforme en avantage stratégique. Et entre les arbres dénudés, un élément inattendu s'ajoute à l'équation. Des combattants américains qui agissent comme des pièces silencieuses, mais déterminantes, au sein de l'embuscade la plus précise que le front oriental ait vue depuis des mois. L'histoire de Lyman n'est pas seulement un différend territorial. C'est un symbole. La ville était tombée dans les premiers mois de l'invasion, célébrée par Moscou comme une victoire solide, jusqu'à ce que l'Ukraine contre-attaque et la reprenne en octobre 2022, ne laissant derrière elle que des ruines, du matériel abandonné et des chemins détruits par l'artillerie. Depuis lors, chaque tentative russe de revenir a été un rappel du coût exorbitant qu'il y a à avancer sans préparation ni vision. Et maintenant, bien que la Russie insiste, l'Ukraine décide de ne plus permettre ni avancée ni recul. Elle a transformé la zone en une tranchée vivante, une région où l'ennemi entre, mais ne ressort pas. Un membre de l'état-major à Kiev a transmis un message décisif. S'ils retouchent à Lyman, ce sera l'endroit où leurs illusions prendront fin. Ils n'ont pas besoin de cartes pour le comprendre, seulement survivre assez longtemps pour pouvoir le raconter. Pendant des mois, la forêt autour de Lyman fonctionnait comme un refuge naturel pour les infiltrés russes. De tout petits groupes, parfois composés d'un seul homme armé d'un fusil et de grenades, profitaient de chaque ombre pour s'introduire entre les lignes ukrainiennes. Ils ne prenaient pas de territoire, mais distrayaient et tiraient les ressources, filmaient des vidéos en levant des drapeaux à des fins de propagande et obligeaient Kiev à envoyer des troupes pour les faire taire. Mais ce jeu est terminé. L'hiver est tombé d'un coup, arrachant le feuillage et laissant les troncs à nu. Soudain, tout ce qui était auparavant caché apparaît sous le regard de drones qui peuvent désormais détecter les mouvements à des distances impossibles quelques mois plus tôt. C'est là qu'a commencé la purge. Kiev n'a pas seulement décidé de nettoyer la forêt, elle a pris une décision plus audacieuse. Pousser les infiltrés vers Yampil, un village que Moscou a célébré avoir capturé mais qui, en réalité, est un terrain ouvert, sans forêt, sans cachette. Parfait pour une embuscade. Le message suivant provenait d'un officier ukrainien spécialisé dans les opérations de drones. S'ils entrent à Yampil, ils n'en réchapperont pas. Là-bas, la terre elle-même devient témoin et bourreau. Route de chasse ouverte par l'Ukraine Sentier, qui ouvre l'encerclement couloir dégagé par les drones. Les opérateurs tracent des trajectoires nettes pour que les équipes d'assaut avancent entre les troncs, détectant les pièges russes et marquant les cibles avec une précision chirurgicale. Point de tir dissimulé, des tireurs d'élite cachés dans la neige profitent des nouvelles lignes de visée pour abattre les infiltrés avant même qu'ils sachent qu'ils ont été repérés. Zone de pression contrôlée, secteur où l'on pousse les Russes à avancer sans s'en rendre compte vers la gueule de l'encerclement à Yampil. Dans ce théâtre d'opération,
l'Ukraine n'agit pas seule. Les volontaires américains mentionnés dans les rapports récents sont devenus des pièces clés dans les missions de nettoyage. Ils ne font pas partie de l'armée de leur pays, mais leur expérience et leur calme au combat ont sauvé des vies. Dans une vidéo prise dans la zone boisée, l'un d'eux apparaît en train de négocier avec 4 soldats russes qui, se voyant encerclés, ont préféré se rendre. Ce qui était surprenant n'était pas la reddition, mais la manière dont cet étranger leur a parlé, sans menace, sans hausser la voix, parvenant à leur faire déposer les armes. Ensuite, un colonel ukrainien a commenté « Il ne combat pas seulement avec précision. Il sait aussi quand un mot vaut plus qu'une balle. C'est cela qui fait la différence. » La présence de ces volontaires n'apporte pas seulement des compétences militaires. Elle réduit aussi les risques d'exécutions inutiles et facilite la capture de prisonniers qui, pour l'Ukraine, représentent une ressource informationnelle précieuse et pour Poutine, une humiliation que sa machine de propagande ne sait pas dissimuler. Pendant ce temps, les infiltrés russes se heurtent à un dilemme cruel. Rester dans la forêt, en se gelant et sans ravitaillement, ou reculer vers Yampil, où les drones ukrainiens veillent comme des prédateurs au-dessus d'une clairière totalement exposée. Les routes de ravitaillement russes, fragiles même par temps clément, sont désormais en crise. Les chemins deviennent visibles, vulnérables, cible parfaite pour l'artillerie ajustée par drone. Et chaque convoi détruit laisse les infiltrés encore plus isolés. Un analyste militaire à Kiev a lancé un message qui a résonné sur tout le front. Il n'est pas nécessaire de les combattre. Il suffit de les priver de nourriture, de chaleur et de route. En hiver, l'ennemi, c'est la terre même qu'il foule. La qualité des soldats russes qui se trouvent actuellement dans les forêts de Liman aggrave encore davantage la situation. Ce sont des conscrits, des jeunes sans expérience, envoyés à l'encontre de la loi dans une guerre pour laquelle ils ne sont pas préparés. Beaucoup ont été contraints de signer des contrats après seulement quelques mois d'entraînement de base. D'autres ont simplement été poussés sur le front sous la menace. Des témoignages récents parlent de garçons qui n'auraient jamais dû se trouver là. L'un d'eux, Alexandre, est apparu dans un rapport décrivant comment il est passé de creuser des tranchées près de la frontière à combattre sans même avoir eu la possibilité de refuser. Le message d'un porte-parole ukrainien sur ce sujet a été sans équivoque. Nous ne célébrons pas qu'ils soient d'un jeune. Nous célébrons que leur commandant les abandonne sans raison. C'est cette négligence qui rend l'envahisseur plus faible. L'Ukraine sait que le moral ennemi s'effondre et elle agit en conséquence. Les équipes d'assaut, composées de forces spéciales, de brigades de reconnaissance et de volontaires étrangers, ratissent la forêt avec des mouvements parfaitement étudiés. Les drones FPV patrouillent en cercle, identifiant même les respirations haletantes à l'intérieur de tranchées improvisées. L'ennemi n'avance plus, il survit. Les Russes qui tentent de se replier finissent piégés sur le terrain ouvert de Yampil, où le ciel dégagé permet une surveillance constante par les véhicules aériens sans pilote. Là-bas, chaque mouvement est une erreur, et chaque erreur est une mort annoncée. Pendant ce temps, les tireurs d'élite ukrainiens deviennent des ombres invisibles. L'absence de feuillage leur permet d'abattre des cibles à des distances qui étaient auparavant impossibles. Une seule image diffusée depuis le front a montré un tir propre sur une position, russe à presque 500 mètres. Un rappel mortel que la chasse ne fait que commencer. Le couloir souterrain qui passait sous la base ukrainienne vibrait encore de l'écho des explosions lointaines. Mais les analystes ne levaient là pas les yeux. Les écrans affichaient des courbes, des cartes thermiques et des trajectoires balistiques qui changeaient chaque seconde, comme si le conflit tout entier était réécrit en temps réel. Personne ne parlait, mais tous comprenaient qu'il se passait quelque chose de gigantesque. La Russie était en train de perdre le contrôle, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi à l'intérieur de ses propres frontières informationnelles. Ce qui avait commencé comme une petite fuite était désormais devenu un débordement total de données. Les documents qui arrivaient de Moscou ne révélaient pas seulement des mouvements erratiques du Kremlin, mais aussi des fractures profondes au sein de l'armée russe, ou des unités entières,
opérait sans coordination, sans munitions, et parfois sans même savoir qui les commandait réellement. C'était comme observer un géant qui s'effondrait au ralenti, pendant que le monde entier suivait chaque seconde de l'écroulement. La tension du moment fut brisée quand l'un des spécialistes leva soudain la voix. « Nous avons un autre paquet intercepté », annonça-t-il. Cette fois, il provient d'un canal interne du ministère russe de la Défense. Il est plus volumineux que les précédents. Les lumières clignotèrent lorsque le transfert fut terminé. Ce qu'ils virent fit retenir leur souffle à plus d'un. Ce n'étaient pas de simples rapports. C'étaient des messages désespérés, des ordres contradictoires et des appels à l'aide de commandants russes coincés dans des zones où même eux ne savaient plus qui commandait. Certaines régions étaient devenues des territoires fantômes, où les autorités locales se tairaient et où les milices improvisaient des règles au gré du chaos. Parmi les fichiers, se détachait une intervention du dirigeant russe lui-même, enregistrée à peine quelques heures avant qu'un drone ukrainien ne détruise un nouveau dépôt de l'armée. Les pressions internes ne doivent pas nous distraire. La Russie dispose des ressources nécessaires pour résister à toute offensive. Celui qui doute n'a qu'à quitter son poste. Le ton était cassant, mais il tentait de paraître d'acier. Depuis Kiev, cependant, ce message avait été reçu presque avec ironie. Ce qu'il révélait vraiment, c'était de la fragilité, une tension impossible à dissimuler. Le Kremlin luttait pour maintenir l'image d'une puissance invincible, alors qu'à l'intérieur brûlait un incendie qu'il ne parvenait pas à éteindre. Parallèlement, les analystes ukrainiens détectèrent un phénomène inattendu. Des milliers de soldats russes utilisèrent des réseaux clandestins pour demander des indications à des militaires ukrainiens. Oui, à leurs ennemis. La désorganisation était telle que certains ne savaient même plus à quel endroit de la carte ils se trouvaient. L'effondrement n'était plus seulement physique, il était psychologique. Dans cette atmosphère viciée, le chef du renseignement ukrainien envoya son propre message, court mais dévastateur. Si la Russie ne contrôle plus ses missiles, nous contrôlons la vérité. Ce commentaire devint viral en quelques minutes. C'était le poignard parfait. Pendant que le Kremlin tentait d'étouffer les rumeurs, l'Ukraine poussait le récit vers quelque chose d'indéniable. Moscou perdait la guerre de l'information encore plus vite qu'elle ne perdait du terrain. Les rapports montraient également une peur croissante au sein de l'armée russe. Les jeunes recrues parlaient de disparition, de commandants qui ne revenaient pas des réunions, d'unités entières contraintes de se replier sans explication. La sensation générale était celle d'un abandon, comme si chaque soldat menait une bataille individuelle, sans guide ni but. Même à l'intérieur des villes russes, la situation devenait plus inquiétante. Des protestations silencieuses, micro-mouvements qui ne duraient que quelques minutes, commençaient à apparaître dans les stations de métro, les parcs et les marchés. Ce n'étaient pas des manifestations organisées, mais des gestes spontanés, des regards, des mots chuchotés, des symboles dessinés sur des bouts de papier que les gens se passaient de main en main. C'était un mécontentement embryonnaire, mais impossible à arrêter. Pendant ce temps, les forces ukrainiennes avaient commencé à utiliser la débandade russe comme arme stratégique. Chaque fuite, chaque message interne obtenu, chaque contradiction capturée dans les systèmes de commandement russes était exploitée comme un levier pour désorienter encore davantage leurs ennemis. Kiev avait compris que le chaos pouvait lui aussi être une arme militaire. Depuis un bureau blindé, le président ukrainien lança un message calculé pour amplifier cette sensation. La vérité est l'arme que l'on ne peut pas abattre avec des missiles. Cette phrase résonna sur tout le continent. C'était un avertissement. La guerre était entrée dans une nouvelle dimension, où les données étaient à plus mortelles que n'importe quel projectile. Mais pendant que l'Ukraine enregistrait des progrès en matière de renseignement, un autre front émergeait silencieusement. Un mouvement interne en Russie 252, composé d'anciens officiers, d'entrepreneurs ruinés et de membres de communautés qui avaient directement subi les conséquences du conflit. Leur présence n'était pas ouverte, mais leurs actions commençaient à laisser des traces. Des défaillances dans les systèmes logistiques au sabotage mineur. La résistance domestique russe était plus active que jamais. L'un des analystes de Kiev, en observant les chiffres, murmura
C'est comme si le pays tout entier se retournait contre lui-même. À cette heure-là, de nouvelles images satellitaires montraient quelque chose d'inquiétant. Des convois russes se déplaçant dans des directions opposées, certains avançant sans ordre, d'autres reculant vers des endroits où il n'y avait aucune base. C'était une danse chaotique qui révélait que les commandements centraux avaient perdu le contrôle absolu. Dans ce contexte, une fuite supplémentaire provoqua un trouble mondial. Les communications internes du Kremlin montraient que plusieurs régions demandaient une autonomie temporaire pour gérer l'approvisionnement alimentaire et la sécurité. Traduit, elles ne faisaient plus confiance à Moscou. Cette vague d'indépendance ravivait d'anciennes peurs du Kremlin, qui avait toujours craint que le pays ne se fragmente en cas de crise extrême. Mais désormais, cette fragmentation n'était plus une rumeur. C'était un fait en construction. Au milieu de tout ce tourbillon, un document fut publié qui bouleversa le paysage mondial. Des indices suggéraient qu'une partie du système russe de surveillance aérienne avait été piratée de l'intérieur. Pas par l'Ukraine, pas par l'OTAN, par des opérateurs russes qui cherchaient à dissimuler leurs propres mouvements. C'était comme si les tentacules de la guerre n'étaient plus seulement à l'extérieur, mais palpitaient depuis les entrailles même du pays. Pour rendre encore plus évidente la décomposition interne, un réseau de journalistes clandestins parvint à extraire des enregistrements de réunions militaires russes. Dans l'un d'eux, on entendait un général déclarer « Nous ne pouvons plus continuer à opérer dans ces conditions. Si nous maintenons la façade, ce ne sera que façade. Il ne reste plus de structure réelle. » Ce message était de la dynamite pure, une reconnaissance explicite que la machine militaire russe ne tenait plus que par les apparences. Les analystes ukrainiens saisirent cette opportunité pour consolider l'information dans un schéma qui allait déterminer les opérations suivantes. Structure de l'effondrement détectée à l'intérieur de la Russie. Désorganisation totale entre régions militaires, unités de l'Est et du Sud, opéraient comme si elles appartenaient à des pays différents. Fracture profonde dans la chaîne de commandement. Officiers incapables de communiquer entre eux, générant des ordres contradictoires. Augmentation des mouvements déloyaux à l'intérieur du territoire russe. Des sabotages internes aux réseaux qui désobéissaient directement aux ordres du Kremlin. Malgré le désarroi, l'Ukraine avançait avec une précision chirurgicale, exploitant chaque fissure. Les stations de contrôle à Kiev et à Dnipro fonctionnaient comme des centres d'opération de haute complexité où se croisaient les données des drones, les interceptions et les analyses psychologiques. Parallèlement, les alliés occidentaux observaient avec attention. Ils n'agissaient pas publiquement, mais en privé. Ils célébraient chaque signe d'effondrement russe. On parlait d'un cycle qui ne pourrait plus être inversé, une spirale qui dévorait le Kremlin lui-même. Ce qui était curieux, c'est que plus le leadership russe tentait de parler fort, plus sa faiblesse devenait évidente. Son discours ne convainquait même plus ses propres commandants, qui transmettaient tout à l'extérieur en quelques heures. Le fossé entre les paroles et la réalité était si gigantesque qu'un commentateur européen déclara dans une émission internationale « Je n'avais jamais vu un système s'effondrer aussi vite de l'intérieur sans que personne ne le pousse. » Et il avait raison. La Russie n'avait plus besoin d'ennemis extérieurs. Sa propre structure était son adversaire le plus féroce. Dans ce climat d'incertitude absolue, l'Ukraine préparait le mouvement suivant. Pas un mouvement militaire, mais un mouvement communicationnel capable de changer le cours de la guerre. Un message qui ne serait pas adressé au Kremlin, ni aux soldats russes, mais directement aux citoyens pris dans le brouillard de la propagande. C'était le coup le plus audacieux que Kiev ait conçu jusqu'à présent. L'horloge marquait 3h17 dans la base souterraine. Les systèmes se recalibraient. Les spécialistes prenaient position. Quelque chose de grand était sur le point de commencer. La nuit tomba sur l'Europe avec un poids étrange, comme si l'atmosphère elle-même pressentait qu'une révélation monumentale allait se produire. Dans la base ukrainienne, le silence précédant l'opération semblait presque irréel. Les analystes étaient totalement concentrés sur leur poste. Les cartes actualisées palpitaient de chiffres vivants.
et une sensation d'imminence enveloppait chaque soldat et chaque officier. Personne ne parlait trop, car tous savaient qu'une manœuvre de grande ampleur était en cours, non pas dans les forêts ni sur les champs de bataille, mais sur le vaste terrain de l'information, là où la guerre moderne se redéfinissait minute après minute. Les rapports des dernières heures avaient dessiné un tableau dévastateur pour Moscou. Sa machine de propagande, jadis considérée comme impénétrable, était désormais criblée de fissures impossibles à colmater. Les fuites internes s'étaient transformées en un torrent incontrôlable. Ce qui avait commencé par des documents isolés était devenu une avalanche qui entraînait secrets, contradictions et fractures institutionnelles. L'Ukraine comprit que c'était le moment parfait pour le coup final. Un coup qui n'utiliserait ni poudre ni acier, mais la vérité enveloppée, d'une précision chirurgicale. À 4h03 du matin, les ingénieurs numériques ukrainiens donnèrent le signal. Une interface bleue illumina le centre de commandement tandis que la transmission se préparait à être diffusée simultanément sur des milliers d'appareils russes. Ce ne serait pas une annonce traditionnelle, mais une projection soigneusement conçue pour s'infiltrer dans les points faibles du système de communication russe. Ces espaces qui semblaient autrefois impénétrables et qui étaient désormais au bord de l'effondrement. Mais avant de lancer le message, Kiev devait s'assurer que chaque point d'appui était solide. Les satellites alliés confirmaient des mouvements irréguliers de troupes russes près de 3 frontières internes, comme si les commandants eux-mêmes prenaient des décisions contradictoires pour se protéger du chaos qu'ils ne contrôlaient plus. Ce qui était inquiétant, c'est que ces manœuvres n'avaient aucune logique militaire. Elles étaient instinctives, presque désespérées. Pendant que les équipes relisaient la dernière ligne de code, une alerte surgit sur l'un des moniteurs. Un nouvel enregistrement audio avait été intercepté, provenant du cercle très proche du dirigeant russe. On y entendait un conseiller, la voix tremblante, déclarer « La structure interne ne répond plus. Nous observons des comportements que nous n'avions pas anticipés. Si nous ne reprenons pas le contrôle de la narration maintenant, nous ne le reprendrons jamais. » Ce message était une preuve brute que le Kremlin avait perdu toute certitude. L'Ukraine n'avait même pas besoin de l'interpréter. Il parlait de lui-même. L'ennemi était désorienté, et cette désorientation était une arme que Kiev pouvait rediriger avec une précision chirurgicale. Un second enregistrement éclata presque aussitôt dans la salle, cette fois avec le ton autoritaire du dirigeant russe qui tentait de garder son sang-froid. Nous ne permettrons pas que des forces extérieures manipulent notre population. La stabilité dépend de la fermeture de nos rangs. Mais cette voix, autrefois si ferme, laissait désormais filtrer une nervosité entre chaque mot. C'était une figure qui luttait pour rester debout pendant que son empire informationnel s'effondrait sous ses pieds. La base ukrainienne réagit avec calme. Il savait que Moscou allait durcir le ton. Ce que le Kremlin ignorait, c'est que ce durcissement ne faisait que renforcer le plan ukrainien. Pendant ce temps, une nouvelle vague de données provenant de régions russes montrait des incidents étranges. Coupures de courants sélectives, blocage de routes par ordre confus, gares ferroviaires fermées sans explication. C'était comme si certaines parties du gouvernement russe agissaient sans coordination avec le reste. À leur insu, la fracture interne offrait à l'Ukraine un terrain fertile pour sa manœuvre. À 4h27, les spécialistes de Kiev activèrent le protocole final. Une série d'impulsions numériques parcourut le réseau, s'infiltrant dans les serveurs, les routeurs et les transmissions régionales russes déjà affaiblies. Le système s'ouvrit comme un livre sans serrure. L'Ukraine était à l'intérieur. Le président ukrainien, prêt depuis des heures, prononça un message conçu pour résonner dans un pays divisé par la désinformation. « Nous ne cherchons pas à détruire votre avenir. Nous cherchons à le libérer de ceux qui le déforment. » C'était une phrase simple, mais calibrée pour couper comme un bistouri psychologique. L'objectif était de semer le doute au cœur même du récit officiel russe, sans tomber dans des provocations militaires. Tout avait été planifié pour que l'impact soit émotionnel, profond et impossible à ignorer. Les rapports qui arrivèrent de différents points de Russie confirmaient que la transmission apparaissait sur les écrans publics
les appareils mobiles et les radios locales. Certains citoyens débranchèrent leurs appareils par peur, d'autres les regardaient dans un silence absolu. Mais tous le voyaient. À mesure que le message se propageait, les rapports satellitaires enregistrèrent quelque chose d'encore plus troublant. Des véhicules de l'armée russe qui s'arrêtaient sans raison, des unités qui abandonnaient leurs itinéraires, et même des groupes isolés qui demandèrent des instructions que personne ne semblait disposé à leur donner. C'était un niveau de confusion jamais enregistré chez une puissance militaire de cette taille. Kiev comprit que l'impact avait dépassé les attentes initiales. Ce qu'ils observaient n'était pas une réaction naturelle, c'était une rupture. Au même moment, les réseaux internes de journalistes clandestins en Russie signalaient que dans plusieurs villes, on entendait des conversations chuchotées sur « le message qui est apparu tout seul ». Certains l'appelaient sabotage, d'autres avertissement divin, d'autres encore le coup invisible. Mais tous en parlaient. Les spécialistes en psychologie militaire de Kiev prirent note. Cette réaction spontanée montrait que la population russe avait atteint un point critique d'épuisement. Un peuple saturé de propagande était un terrain où la moindre fissure pouvait devenir fracture totale. Au centre de commandement ukrainien, un stratège ouvrit un nouveau dossier. Projection sur les effets de l'impact médiatique dans les régions clés de Russie. Les chiffres étaient éloquents. La résistance interne, auparavant fragmentée, pouvait se fédérer. Et si cela arrivait, le Kremlin se retrouverait isolé même dans son propre pays. La phase suivante du plan exigeait que l'Ukraine ordonne les éléments cruciaux de l'effondrement systémique russe, afin qu'aucun groupe interne ne puisse manipuler la situation au profit du Kremlin. 3 axes qui exposèrent le point critique russe. 1. Instabilité institutionnelle accumulée. Organismes civils incapables de se coordonner avec les structures militaires et politiques. 2. Déplacements erratiques des forces armées. Mouvements sans schéma clair, indiquant une rupture totale dans la chaîne de commandement. 3. Population exposée à des contradictions informationnelles. Citoyens confrontés simultanément à la propagande officielle et à des fuites irréfutables. Une fois ce cadre établi, l'Ukraine poursuivit la transmission initiale avec un segment supplémentaire, cette fois adressé aux soldats russes coincés dans les zones où le commandement central s'était effondré. Ce n'était pas un message agressif ni triomphaliste, mais étonnamment rationnel. Vous n'êtes pas seul. La confusion que vous vivez, vous ne l'avez pas créée. Nous vous demandons de ne pas risquer vos vies pour ordres qui ne proviennent plus d'une structure fonctionnelle. L'équipe ukrainienne savait parfaitement l'impact que ces mots auraient sur une armée qui fonctionnait depuis des mois en mode survie. Et leur calcul fut exact. Quelques heures plus tard, ils interceptèrent des communications où certains commandants russes demandaient du temps pour analyser la situation. Du temps. C'était exactement ce que l'Ukraine voulait, briser le rythme d'une armée qui, sans rythme, perdrait son moteur. Tandis que l'aube avançait, de nouvelles fuites confirmaient que des responsables régionaux russes avaient dès commencé à communiquer entre eux sans passer par les canaux fédéraux. Cela équivalait à un cri silencieux. Ils ne faisaient ni plus confiance à Moscou. Parallèlement, des analystes de sécurité internationaux commençaient à transmettre des rapports préliminaires à leur gouvernement. L'inquiétude était mondiale. Un effondrement des communications en Russie pouvait avoir des conséquences imprévisibles. Pourtant, aucun de ces gouvernements n'intervint publiquement. Tous voulaient voir jusqu'où irait l'écroulement. À Kiev, les spécialistes revirent les données. Et ce qu'ils observèrent confirma leurs soupçons. L'écosystème structurel russe entrait dans un point de non-retour. Quand un pays perd simultanément le contrôle militaire, le contrôle informationnel et le contrôle psychologique, la chute cesse d'être une possibilité. Elle devient un destin. Le ciel commençait à se teinter d'orange lorsque la base ukrainienne reçut le dernier paquet intercepté de la journée. C'était une communication interne du Kremlin, marquée prioritaire. Un fonctionnaire y avertissait « Si nous ne parvenons pas à reprendre le contrôle dans les 48 prochaines heures, la coordination nationale sera irrécupérable. » Cette phrase scella le diagnostic.
ce que l'Ukraine avait accompli n'était pas seulement un coup stratégique. C'était un miroir géant qui obligeait le Kremlin à contempler sa propre désintégration. Et l'horloge continuait d'avancer, sans s'arrêter, sans revenir en arrière. Merci d'avoir regardé la vidéo. Nous vous souhaitons une excellente semaine depuis Europe d'Acier. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. D'ici là, à bientôt.